Je ne voulais pas te blesser. C'est juste que je ne m'en souciais pas assez pour ne pas le faire. Elle a ri après que je l'ai confrontée au sujet de son infidélité. J'ai commencé à faire mes valises sans dire un mot. Elle s'est arrêtée de rire et a pâli. J'ai dit, je ne voulais pas te quitter. C'est juste que je ne m'en soucie pas assez pour ne pas le faire, et je suis sorti. La clé était sous le paillasson, exactement là où je lui avais dit qu'elle serait. Mon vol de retour de la conférence de Toulouse avait été annulé, puis rétabli, me faisant atterrir à minuit au lieu de 16 heures. Je lui ai envoyé un message depuis l'aéroport mais je n'ai pas reçu de réponse. Ce n'était pas inhabituel pour un vendredi soir. Elle était probablement sortie avec les filles, le téléphone enfoui au fond d'une pochette pailletée. Je voulais juste mon lit. Le silence de mon appartement était un soulagement après 3 jours de réseautage forcé. J'ai laissé tomber ma valise près de la porte, le bruit sourd étant trop fort dans la tranquillité. C'est alors que je les ai vus. 2 verres de vin sur la table basse, dont un avec une trace de rouge à lèvres de la couleur des baies écrasés. Sa couleur. Une veste en cuir pour homme était jetée sur le dossier de son fauteuil de lecture. Une veste que je ne possédais pas. Un vide froid et bourdonnant s'est ouvert dans ma poitrine. J'ai marché comme un robot dans le couloir. La porte de notre chambre était entr'ouverte. La scène était un cliché. Sa silhouette endormie me tournant le dos, et la silhouette mouvante d'un homme à côté d'elle. Son bras était drapé autour de sa taille. Sur le sol, l'emballage d'un préservatif brillait à la lumière du lampadaire qui filtrait à travers les stores. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Le bourdonnement dans ma poitrine est devenu plus fort, étouffant tout le reste. J'ai reculé silencieusement, je suis allé dans le salon et je me suis assis sur le canapé juste à côté des verres sales. J'ai attendu. 1 heure plus tard, j'ai entendu un bruissement. La lumière de la salle de bain s'est allumée, puis éteinte. Il est sorti à pas de loup, torse nu, s'arrêtant net en me voyant. Il était plus jeune, avec la barbe de 3 jours soigneusement entretenue d'un gars qui fait beaucoup d'efforts pour avoir l'air de ne pas en faire. Il n'a pas dit un mot, il s'est juste dépêché de retourner dans le couloir. J'ai entendu des chuchotements frénétiques. Marion est apparue seule, enveloppée dans sa robe de chambre en soie, son visage étant un masque de panique se durcissant en défi. Le gars Julien, comme je l'apprendrai plus tard, s'est faufilé devant moi avec sa veste et ses chaussures, sans établir de contact visuel, et est sorti. La porte s'est fermée avec un clic. Le silence est revenu, maintenant lourd et malsain. Depuis combien de temps? Ma voix semblait étrangère, calme et plate. Lucas, ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense. Depuis combien de temps, Marion? Elle a croisé les bras, se serrant contre elle-même. Quelquefois. Cela ne signifie rien. Des mois? Des semaines? 3 mois. Un rire, amer et tranchant, a essayé de se frayer un chemin dans ma gorge. Je l'ai ravalé. 3 mois. J'avais été à Toulouse pour présenter le projet qui garantirait le financement de mon équipe. Le projet sur lequel j'avais travaillé tard pendant des semaines, celui qu'elle avait appelé « tes feuilles de calcul ennuyeuses » avec un baiser taquin. J'avais pensé que ce baiser était de l'affection. Maintenant je savais que c'était un rejet. Pourquoi? Elle a levé les mains en l'air. Pourquoi? Parce que tu es là, mais tu n'es pas là. Tu es toujours dans ta tête avec ton travail, avec ton silence. Julien est présent. Il est passionnant. Donc, c'est de ma faute. Je n'ai pas dit cela. Mon Dieu, tu fais toujours cela. Déformer les choses pour faire de moi la méchante. Elle a fait les 100 pas, la robe voletant. C'est juste arrivé. Je ne l'avais pas prévu. Je l'ai simplement regardé. J'ai vu la fille pour laquelle j'avais changé de ville. La femme dont j'avais conduit le père à sa chimiothérapie chaque semaine pendant 1 mois. La personne avec qui j'avais imaginé un avenir, se dissolvant devant moi en une étrangère jouant un scénario vieux et fatigué. Es-tu amoureuse de lui? Quoi? Non, c'est juste. C'est différent. Veux-tu être avec lui? Je ne sais pas. Peut-être. C'est nouveau. J'ai besoin de comprendre. J'ai hoché la tête lentement. Le bourdonnement se cristallisait en une seule note claire. D'accord.
D'accord? Qu'est-ce qui est d'accord? Elle avait l'air confuse, comme si j'avais sauté une page dans la dispute qu'elle avait répétée. Tu devrais essayer de comprendre. Je me suis levé et j'ai marché vers notre chambre. La chambre? Où vas-tu? Sa voix est devenue plus aiguë, me poursuivant. Je n'ai pas répondu. Je suis allé au placard et j'ai sorti mon vieux sac de sport de l'étagère du haut. Ensuite, je suis allé à ma commode. Chaussettes, caleçons, t-shirt, jeans. J'ai fait mes bagages méthodiquement, ne pliant rien, les plaçant simplement à l'intérieur. Que fais-tu? Elle était dans l'embrasure de la porte maintenant, sa voix montant d'une octave. Je suis passé devant elle pour aller dans la salle de bain. Brosse à dents, rasoir, déodorant, l'étui de rechange pour lentilles de contact. Je les ai laissés tomber dans la trousse de toilette. Arrête cela, a-t-elle exigé, me suivant de retour dans la chambre. Arrête cela tout de suite. Es-tu sérieusement en train de préparer un sac? Tu vas partir pour cela. J'ai ouvert la fermeture éclair de ma valise dans le couloir, celle dans laquelle j'avais vécu pendant 3 jours, et j'ai commencé à y transférer le contenu du sac de sport. Vêtements de travail, chaussures de ville, mon porte-documents. Lucas, parle-moi. C'était juste du sexe. Tu es ridicule. Je me suis finalement tourné pour la regarder. Le défi était toujours là, mais il se fissurait sur les bords, révélant la panique en dessous. Elle ne pouvait pas contrôler le récit si je refusais de lire mes répliques. Dis quelque chose, a-t-elle crié, les mots rebondissant sur les murs. J'ai pris une lente inspiration. La note claire dans ma tête était un ordre. Ne t'engage pas. Pas, tout simplement. J'ai besoin de comprendre, ai-je dit, ma voix gardant ce calme terrible et constant. Donc, tu dis que tu n'avais pas l'intention de me blesser? Non, bien sûr que je n'en avais pas l'intention. Mon Dieu. Elle a laissé échapper un son frustré et nerveux, un demi-rire, une moquerie. C'était censé me rabaisser, pour présenter ma douleur comme une réaction excessive à sa transgression désinvolte. Je ne voulais pas te blesser. C'est juste que je ne m'en souciais pas assez pour ne pas le faire. C'était là, le cœur du problème, poli et offert avec un haussement d'épaule. Pas de la méchanceté, mais une indifférence absolue et triviale. Mon amour, ma confiance, nos 5 années et tout cela ne valait pas l'effort minimal de s'en soucier assez pour ne pas les briser. Quelque chose s'est apaisé en moi à ce moment-là. Définitif, comme un lourd verrou qui s'enclenche. Je me suis retourné vers ma valise et je l'ai fermée. Le son était catégorique. Je l'ai ramassé, j'ai hissé la sacoche de mon ordinateur portable sur mon épaule. J'ai marché vers la porte d'entrée. Sa confusion s'était transformée en véritable peur. Elle s'est plantée entre moi et la porte. Attends, tu pars vraiment? Juste comme ça? Où vas-tu aller? Je me suis arrêté, en la regardant. En la regardant vraiment. La femme que j'aimais avait disparu. Ce n'était que le réceptacle qu'elle avait laissé derrière elle. J'ai vu la teinte pâle de sa peau, l'élargissement de ses yeux alors qu'elle réalisait que je ne faisais pas un caprice. C'était une sortie. Je ne voulais pas te quitter, ai-je dit, ma voix basse et parfaitement calme, un miroir tendu à ses propres mots. C'est juste que je ne m'en soucie pas assez pour ne pas le faire. La dernière once de couleur a quitté son visage. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Le rire avait disparu. Le défi était effacé. Elle avait juste l'air vide. Je l'ai contournée, mon mouvement étant doux mais irrévocable. J'ai ouvert la porte. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis entré dans le couloir, tirant la porte derrière moi pour la fermer. Elle n'a pas claqué. Elle s'est fermée avec un clic doux et final, comme le couvercle d'une boîte se refermant sur quelque chose qui était déjà mort. La chambre d'hôtel sentait le nettoyant parfumé aux agrumes et le vide. J'avais choisi la moins chère près de l'aéroport, un endroit conçu pour les personnes de passage. Je me suis assis sur le bord du lit rigide, ma valise et mon sac d'ordinateur à côté de moi comme des chiens fidèles et silencieux. Le bourdonnement dans ma poitrine s'était calmé, remplacé par une vaste électricité statique et silencieuse. Je ne ressentais rien, ni colère, ni tristesse, juste une absence creuse et résonnante, comme si l'essence même de mon être avait été retirée chirurgicalement, et que l'on m'avait laissé pour observer la cavité vide.
Je n'ai pas pleuré. J'existais simplement. J'ai commandé un club sandwich au service d'étage à 2 heures du matin et je l'ai mangé méthodiquement, ne goûtant rien. J'ai regardé des publi-reportages jusqu'au lever du soleil. Les présentateurs joyeux étaient une bande-son bizarre pour la fin de ma vie telle que je la connaissais. Dans la lumière grise du matin, les souvenirs ont commencé à s'immiscer. Pas les bons. Cela ferait trop mal, et mon esprit semblait les bloquer pour me protéger. Au lieu de cela, il a offert un flashback, net et spontané. Il y a 2 ans. Marion, les larmes coulant sur son visage, tenant le test de grossesse positif. Ce n'était pas prévu. Nous avions peur. Je l'ai tenue dans mes bras, mon propre cœur battant à tout rompre avec un mélange terrifiant d'effroi et d'un étrange espoir naissant. Nous trouverons une solution, avais-je dit dans ses cheveux. Ensemble. Une semaine plus tard, la fausse couche. Elle était dévastée, un air à vif de chagrin. J'ai pris 2 semaines de congé au travail. J'ai cuisiné chaque repas. Je l'ai tenue dans mes bras pendant ses terreurs nocturnes. J'ai filtré les appels de sa famille. Je me suis assis dans la salle de bain avec elle pendant qu'elle pleurait sur le sol. Quand elle est finalement réapparue, clignant des yeux sous la lumière du soleil, elle a serré ma main et a dit « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi ». J'avais laissé cette phrase cimenter mon identité pendant des années. Son protecteur, sa fondation, celui qui est resté. Maintenant, dans la chambre d'hôtel stérile, l'ironie était un couteau froid. Celui qui est resté était celui qui avait été jugé comme n'étant pas présent. La fondation était quelque chose sur laquelle on construisait jusqu'à ce que l'on veuille une vue différente. Ensuite, on la laissait enfouie sans y repenser à 2 fois. L'électricité statique dans ma tête a commencé à s'éloigner, remplacée par une clarté froide et opérationnelle. Le deuil était un luxe. C'était désormais un problème logistique. Mon téléphone a vibré. Une série de notifications de Marion. Où es-tu? C'est de la folie. Rentre à la maison pour que nous puissions parler comme des adultes. Lucas, réponds-moi. Tu vas vraiment faire le mort avec moi après tout cela? Très bien. Fais l'enfant. Je ne l'ai pas bloqué. Pas encore. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai transféré ma moitié des factures du mois dernier de notre compte joint vers mon compte personnel. J'ai annulé le paiement automatique pour nos prochaines vacances, celles à la Martinique pour lesquelles j'avais économisé comme surprise pour notre anniversaire. Le courriel de confirmation m'a fait l'effet de me délester d'un poids. Ensuite, j'ai envoyé un seul message. Je l'ai brouillonné 3 fois, le dépouillant de toute émotion, de toute accroche à laquelle elle pourrait s'agripper. Mes affaires seront récupérées à l'appartement mardi après-midi. Ta clé sera laissée au gardien de l'immeuble, le roi. S'il te plaît, fais enlever tout ce que tu considères comme t'appartenant avant cela. Sa réponse fut instantanée. Marion, c'est quoi ce bordel Lucas, tu abandonnes simplement? Tu ne vas même pas te battre pour nous? C'est à ce point que je comptais peu pour toi. J'ai posé le téléphone face vers le bas. C'était le dernier message de sa part que je lirai jamais. J'ai méthodiquement parcouru mes réseaux sociaux. J'ai supprimé mes identifications. J'ai changé mon statut relationnel pour célibataire. J'ai arrêté de la suivre, et puis, sans drame, je l'ai bloquée sur tout. Instagram, Facebook, Twitter, même Spotify. Ce n'était pas un acte de colère. C'était de l'hygiène. Retirer une source d'infection. Ensuite, les amis. Notre cercle commun. J'ai choisi les 3 que je respectais le plus et j'ai envoyé des messages presque identiques. Moi, salut. Juste pour vous prévenir. Marion et moi nous sommes séparés. C'était dû à une infidélité de sa part. Je ne souhaite pas discuter des détails, mais je voulais que vous l'entendiez de ma bouche. Je prends un peu de distance, mais j'apprécie votre amitié. Les réponses ont été un mélange de choc, de soutien et de sympathie maladroite. Je les ai remerciés et je ne me suis pas engagé davantage. Je construisais un mur, brique par brique silencieuse. Le mardi est arrivé. J'ai engagé un service de déménagement via une application. 2 inconnus polis et indifférents, portant des polos assortis, ont emballé le reste de mes vêtements, mes livres, mes disques, le jeu de couteau de chef que mon père m'avait donné. Ils ont tout mis dans l'unité de stockage numéro 317.
Ils ont laissé la clé au gardien le roi. L'opération entière m'a coûté 358 €. C'était le meilleur argent que j'ai jamais dépensé. Les semaines suivantes se sont écoulées dans un rythme étrange et paisible. J'ai prolongé mon séjour à l'hôtel de l'aéroport, puis j'ai trouvé une sous-location meublée en centre-ville, une boîte minimaliste avec vue sur d'autres immeubles. Je suis allé au travail. J'ai fait mon travail. Je suis rentré chez moi. J'ai commencé à courir le long de la rivière, le martèlement de mes pieds sur le trottoir étant une méditation. Le silence dans mon appartement n'était plus vide. Il était propre. La première vague de karma est arrivée 3 semaines plus tard via Damien, l'un des amis communs à qui j'avais envoyé un message. Nous nous sommes retrouvés pour une bière, c'était son idée. Alors, a-t-il dit, se tortillant inconfortablement après la première gorgée. Tu as vraiment disparu des radars, mec. Je me concentre, simplement, ai-je dit. Sur quoi? Sur le fait de ne pas me concentrer sur le passé. Il a hoché la tête, puis s'est légèrement penché en avant. Écoute, je ne devrais probablement pas te dire cela, mais puisque tu es si calme, les choses ne vont pas très bien avec Marion. Et Julien. J'ai pris une gorgée. Je n'ai rien dit. Mon silence était une invitation pour lui à continuer, non pas par curiosité, mais parce que je comprenais qu'il avait besoin de se décharger. Elle l'a fait emménager, genre, une semaine après ton départ. Un grand drame. Mais le gars, c'est un désastre. Il a perdu son travail de barman. Il se présentait ivre ou pas du tout. J'ai appris par Sophie qu'il a un petit casier judiciaire. Petit vol, trouble à l'ordre public. Je suis resté silencieux. Et Marion n'est plus la même. Elle a publié toutes ses photos de nouveaux chapitres avec lui, mais la semaine dernière, elle a publié cette citation vague sur le fait de faire confiance aux mauvaises personnes, puis elle l'a supprimée. Sophie a dit qu'elle les a vus se crier dessus dans un parking. Il a jeté un sac de vente à emporter sur sa voiture. J'ai ressenti une pitié lointaine et abstraite, le genre de pitié que l'on ressent pour un personnage de film qui fait des choix manifestement terribles. Cela n'avait aucun lien avec moi. Cela semble instable, ai-je finalement dit, ma voix neutre. Ouais, sans blague. Tu as échappé au pire, mec. Je n'ai pas approuvé ni désapprouvé. Une balle implique que quelque chose a été tiré sur vous. J'avais plutôt l'impression d'avoir volontairement quitté un chemin qui s'effondrait devant moi. Quoi qu'il en soit, cette nuit-là, de retour dans ma sous-location calme, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Inconnu, Lucas, c'est Marion. Je sais que tu m'as bloqué. S'il te plaît, j'ai fait une énorme erreur. Pouvons-nous juste parler? Je suis tellement désolé pour ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Je suis tellement désolé. Les mots étaient là, sur l'écran, brillant dans la pièce sombre. Je ne ressentais rien. Aucun frisson, aucune joie malsaine, aucun attendrissement. Ces excuses étaient un caillou jeté dans l'océan de mon indifférence. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bloqué le numéro. J'ai simplement balayé la notification. L'écran est devenu noir, me renvoyant ma propre expression placide. Le silence, une fois de plus, était absolu. Et pour la première fois depuis que j'avais trouvé ces verres de vin, il me semblait m'appartenir. Le silence après son premier message n'était pas une tactique. C'était simplement mon nouvel état d'être. Ces mots sont entrés dans l'atmosphère de ma vie et se sont dissipés comme de la fumée dans un vaste espace ouvert. Je ne me sentais pas fort ou vengé. Je me sentais libre. Les chaînes n'avaient pas été brisées lors d'une lutte dramatique. J'avais simplement réalisé qu'elles n'avaient jamais été verrouillées, et je m'en étais éloigné. Ma vie a commencé à se remplir à nouveau, non pas de bruit, mais de substance. Je me suis inscrit à un cours de menuiserie au centre communautaire, une chose dont j'avais toujours parlé avec Marion, qui avait appelé cela un « passe-temps de vieil homme poussiéreux ». L'odeur de la sueur et la concentration requise pour faire une coupe droite était une méditation. J'ai repris contact avec Baptiste, un ami d'université qu'elle jugeait trop cynique, et nous avons commencé à faire de la randonnée tous les dimanches. Les conversations étaient faciles, ponctuées de silences confortables pendant que nous grimpions. Je ne parlais pas d'elle. Il ne posait pas de questions. Pendant ce temps, le monde de mon passé a continué à se consumer sans moi.
Les mises à jour arrivaient avec parcimonie par le biais du bouche à oreille réticent des connaissances communes qui semblaient avoir besoin de confirmer le désastre. L'effondrement de Julien fut rapide et public. Un ami d'un ami a publié une vidéo floue et dramatique d'un bar du centre-ville, 2 mois après mon départ. C'était Julien, torse nu et hurlant, plaqué sur le capot d'une voiture de police. La légende disait, le mec a essayé de se battre avec le videur, le barman et les flics. Mot dièse aïe. J'ai fait défiler la page. C'était la tragédie de quelqu'un d'autre. Ensuite est arrivé le premier émissaire manipulateur. C'était un appel de Léa, la meilleure amie de Marion, et une femme qui m'avait toujours considéré comme un accessoire légèrement décevant de la vie de Marion. Lucas, salut. Mon Dieu, cela fait un bail. Sa voix était mielleuse d'une fausse chaleur. Léa. J'étais dans mon atelier, en train de poncer le bord d'une planche à découper en érable. Écoute, je suis juste. J'appelle en tant qu'ami pour vous deux. Je sais que ce que Marion a fait était impardonnable. Je n'ai pas affirmé ni nié. J'ai continué à poncer. Le va-et-vient rythmique était un contrepoint apaisant à sa voix. Mais elle va vraiment très mal. Ce gars Julien, c'était un monstre. Il a atteint le plafond de sa carte de crédit. Il lui a fait un œil au beurre noir avant de se faire arrêter. Elle est dévastée et seule. Frottement, frottement. Elle a appris sa leçon, Lucas. Une leçon vraiment, vraiment dure. Je pense que si tu l'écoutais simplement, cela pourrait l'aider à guérir. Elle t'aime toujours, tu sais. Elle est juste tellement perdue. J'ai posé la ponceuse. Le bois était lisse sous mes doigts. J'apprécie que tu me contactes, Léa, ai-je dit, d'une voix égale. Mais ma décision est finale. J'espère qu'elle trouvera le soutien dont elle a besoin. Le sous-entendu était clair, auprès de quelqu'un d'autre. Il y a eu un long silence. Ma politesse avait désarmé son scénario. Tu es vraiment aussi froid, a-t-elle finalement dit, la douceur s'évaporant. Je suis aussi résolu, ai-je corrigé doucement. Prends soin de toi. La tentative suivante fut plus directe. Un message vocal de la sœur de Marion, Céline, une femme dont j'avais passé des années à chercher l'approbation en vain. Lucas, c'est Céline. Écoute, je ne me suis jamais mêlé de vos affaires, mais cela va trop loin. Elle a tout gâché, d'accord? Les gens font des erreurs. Mais que tu l'abandonnes complètement alors qu'elle est au plus bas. Ce n'est pas l'homme que je croyais que tu étais. Ce sale type de Julien est en prison, à sa place. Mais c'est elle qui purge une peine à perpétuité dans sa propre tête. Et un peu de compassion. Appelle-la. J'ai effacé le message vocal. L'homme qu'elle croyait que j'étais était une fiction, une figure placide et accommodante qui existait pour stabiliser sa sœur. Cet homme était parti. La dernière donnée désespérée n'est pas venue par l'intermédiaire d'une personne, mais à travers le brouillard numérique. Par curiosité morbide, un soir tranquille, Baptiste a affiché le casier judiciaire public de Julien sur son ordinateur portable. C'était là, de multiples chefs d'accusation pour la bagarre dans le bar, plus un mandat d'arrêt précédent pour violation d'une ordonnance restrictive d'une autre ex-petite amie. L'homme était un modèle de comportement, pas une anomalie. Marion n'avait pas fait un échange avantageux pour l'excitation. Elle avait sauté d'une plateforme stable sur une ligne de faille connue. Ensuite, mon téléphone s'est illuminé avec un numéro local. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. 1 heure plus tard, j'ai écouté. C'était Marion, mais pas la femme suppliante et brisée des messages. Cette voix était écorchée, saccadée, et crépitée d'une fureur qui avait finalement percé la façade de victime. Tu sais quoi, Lucas? Très bien. Tu as gagné. Tu es le parfait martyr stoïque. J'ai compris. Ces mots étaient pâteux, soit à cause de l'alcool, soit à cause des larmes. Je suis la méchante. Je suis la folle qui a tout gâché. Mais toi. Tu n'as jamais été capable de véritable amour, n'est-ce pas? Le véritable amour pardonne. Le véritable amour se bat. Tu te contentes de. Tu te contentes de partir. Tu es un fantôme. Un fantôme agréable et poli. J'ai tout perdu. Tout. Et tu ne peux même pas décrocher le téléphone pour me dire que j'ai eu ce que je méritais? Tu es un lâche. Un lâche froid et sans cœur.
Je suis mieux sans toi. Tu m'entends? Je suis mieux sans toi. Le message s'est terminé par un fracas étouffé, comme si quelque chose avait été jeté. Puis des sanglots. Puis la tonalité d'occupation. J'ai sauvegardé le message vocal, non par sentimentalisme, mais comme un rappel. C'était là le noyau authentique. Une fois que la performance du remords avait échoué à susciter une réaction, il restait la colère d'une personne qui croyait que ses propres conséquences devraient être la responsabilité de quelqu'un d'autre à soulager. Le dernier vestige de toute tendresse en moi s'est pétrifié, se transformant en pierre. Elle m'avait montré sa vérité à 2 reprises maintenant. D'abord dans son indifférence, puis dans sa rage. Je l'ai cru les 2 fois. Ce week-end-là, j'ai terminé la planche à découper en érable. Je l'ai huilée et elle a brillé, le grain riche et profond. Baptiste est venu et j'ai fait griller des steaks. Nous avons mangé sur ma nouvelle création. Alors que nous étions assis sur le petit balcon de ma sous-location, les lumières de la ville scintillant, une paix profonde et inébranlable s'est installée en moi. Le bruit de mon passé était un écho lointain et s'effaçant. Ici, dans le présent calme, je construisais quelque chose de réel. Une coupe droite, un jour calme à la fois. Le décor était planté. Le dernier acte n'était pas à moi de le jouer. Mais je savais avec une certitude qui ressemblait au destin qu'elle essaierait de me ramener dans sa pièce de théâtre une dernière fois. Et je savais avec une certitude encore plus grande qu'il ne me resterait aucune réplique à prononcer. 6 mois jour pour jour après mon départ, j'attendais un café noisette au café Le Grain de Café, près de mon nouveau bureau. La sous-location était du passé. J'avais loué un appartement moderne et aéré avec vue sur la rivière et de l'espace pour un véritable atelier. La planche en érable avait été le premier de nombreux projets. Le silence y était le mien, rempli de la musique que je choisissais, ou de la tranquillité satisfaisante de la création. Baptiste était en retard, alors j'avais commandé le premier, faisant défiler paresseusement des plans d'architecture pour une bibliothèque sur mesure sur mon téléphone. J'étais en paix. Pas la tranquillité fragile de la chambre d'hôtel, mais une tranquillité solide et méritée. La cloche sur la porte du magasin a tinté. J'ai levé les yeux par habitude. C'était Marion. Elle se tenait figée juste à l'intérieur de l'entrée, se découpant contre la lumière grise de l'après-midi. Elle avait l'air diminué. La femme vibrante et insouciante qui avait ri de ma douleur avait disparu. Cette femme était plus mince, les épaules voûtées dans un manteau qui semblait trop grand. Ses yeux, scrutant à la recherche d'un siège, se sont posés sur moi et se sont écarquillés. Un kaléidoscope d'émotions a déformé ses traits, le choc, l'espoir, un calcul frénétique, une onde profonde. J'ai regardé tout cela se dérouler à distance, comme si j'observais un animal curieux. Je ne ressentais rien. Pas de pic de pouls, pas de frisson froid, juste un léger intérêt d'observation pour ce qu'elle ferait ensuite. Elle a marché vers moi. Ma table était près de la fenêtre, une petite table pour 2. Il n'y avait pas de voie de fuite pour elle, pas d'approche ambiguë. C'était une ligne directe. Lucas. Sa voix était un lambeau de son, rugueuse par manque d'usage ou à cause des pleurs. J'ai fait un seul élan signe de tête. Marion. Elle a tressailli face à la neutralité. C'était pire que de la haine. Tu as vraiment bonne mine. C'était vrai. La course à pied et le travail du bois m'avaient affiné. La tension constante qu'elle avait apportée dans ma vie s'était évaporée de mon visage. J'avais l'air reposé. Merci, ai-je dit, comme si elle avait complimenté la cravate d'un inconnu. Puis-je? Sa main a fait un faible geste vers la chaise vide en face de moi. J'attends un ami. Ni un non, ni un oui, un simple fait. Juste pour une seconde, s'il te plaît. Le s'il te plaît était fragile. J'ai incliné la tête, une concession minuscule. Elle s'est assise, se perchant sur le bord de la chaise comme un oiseau prêt à s'enfuir. Ses mains tordaient une serviette du distributeur. Elle a regardé mes mains, mon visage, ma tasse de café, n'importe où sauf directement dans mes yeux, qui gardaient seulement une concentration calme et sans clignement. Je ne sais même pas par où commencer. Elle a pris une inspiration tremblante. Tout s'est effondré. Tout. Ce que je t'ai dit cette nuit-là, c'était la pire chose que j'ai jamais dite à quelqu'un. Ce n'était pas vrai. J'essayais de te blesser parce que je me sentais tellement coupable. J'ai été lâche.
J'ai écouté. Je n'ai pas hoché la tête. Je n'ai pas encouragé. Je n'ai pas interrompu. J'étais un lac absorbant un caillou. Il a coulé sans faire de vagues. Julien. C'était un escroc, un homme violent. Il a pris de l'argent. Il m'a frappé. Elle a dit cette dernière partie rapidement, comme si elle la testait comme une clé pour ma compassion. Mon expression n'a pas changé. Il est en prison maintenant, pour longtemps, je pense. Et je suis tellement seul. Mes amis, elles ne comprennent pas. Léa se contente de dire « je te l'avais bien dit ». Céline en a assez de mes drames. Elle a eu un rire humide et pathétique. Je suis en thérapie maintenant. Je fais vraiment le travail. Vraiment. Elle a finalement levé les yeux, cherchant dans les miens une fissure, une lueur de l'ancien Lucas, le protecteur, celui qui absorbait sa douleur. Elle n'a trouvé qu'une surface polie et impénétrable. J'ai revécu cette nuit-là 1000 fois, a-t-elle murmuré, les larmes aux yeux. J'étais une idiote. Une idiote cruelle et égoïste. J'ai jeté la meilleure chose que j'ai jamais eue parce que je m'ennuyais et que j'étais stupide, et il m'a donné de l'attention bon marché. Je suis tellement, tellement désolé, Lucas. Pas seulement pour t'avoir trompé. Pour les mots, pour t'avoir fait sentir que tu n'étais rien. Tu étais tout. Le barman a appelé mon nom. Je me suis levé, j'ai récupéré mon café noisette au comptoir, et je suis retourné à la table. Je n'ai pas proposé de lui prendre quoi que ce soit. J'ai pris une gorgée lente, la riche amertume m'ancrant dans le présent. Ce moment, cette conclusion, est là. Elle a rassemblé son courage, un espoir désespéré illuminant son visage strié de larmes. Y a-t-il une chance, même pour un café, juste pour parler? Pas maintenant, mais un jour? Je comprendrais si tu me détestais pour toujours. Mais peut-être que nous pourrions trouver un moyen d'être courtois. Ou je prendrais n'importe quoi. Juste une chance de te montrer que je ne suis plus cette personne. C'était sa dernière carte. La vulnérabilité totale, la faute admise, la promesse de changement. C'était une bonne performance. Cela aurait pu marcher sur l'ancien moi. J'ai posé ma tasse avec un léger clic. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et je n'ai pas vu le fantôme de mon amour passé, mais une femme triste et échouée qui avait incendié sa propre vie et qui sentait maintenant la fumée sur le vent de la mienne. Tu m'as dit la vérité cette nuit-là, Marion, ai-je dit, ma voix basse, égale et parfaitement claire. Tu ne t'en souciais pas assez. Ce n'était pas toi qui étais cruel. C'était toi qui étais honnête pour la première fois depuis longtemps. Elle a ouvert la bouche pour protester, mais j'ai continué. Le rythme constant de mes mots, un mur qu'elle ne pouvait pas escalader. Cette vérité m'a donné la clarté dont j'avais besoin pour partir. Ce fut le seul cadeau que tu m'aies offert au cours de ces derniers mois. J'ai fait une pause, laissant la gentillesse brutale de cette déclaration s'installer. Je ne veux pas te blesser en disant cela, mais cette même vérité signifie que je ne m'en soucie pas assez pour y revenir, pour rejouer le passé. Il n'y a rien sur quoi nous pourrions construire. Il n'y a que des cendres. Son visage s'est décomposé. L'espoir s'est éteint, laissant un désespoir creux. Alors c'est ça. Tu te contentes de. Tu ne ressens rien. Je ressens de la paix, ai-je dit. C'était la chose la plus honnête et la plus dévastatrice que j'aurais pu lui dire. J'espère sincèrement que ta thérapie t'aidera à trouver la tienne. À ce moment-là, Baptiste a poussé la porte, m'apercevant. Il a fait un petit signe de la main, ses yeux se posant sur Marion avec une reconnaissance brève et neutre avant de revenir vers moi, une question dans le haussement de ses sourcils. Je lui ai fait un petit sourire sincère, un qu'elle n'avait pas vu depuis des années, et je me suis tourné vers elle pour la dernière fois. Mon ami est là. Je dois y aller. Je me suis levé, prenant mon café. Prends soin de toi, Marion. C'était le congé donné par un inconnu, un adieu poli et définitif. J'ai marché vers le comptoir pour rejoindre Baptiste. J'ai entendu le grincement de sa chaise, un son étranglé. Je ne me suis pas retourné. Baptiste m'a tapé sur l'épaule. Ça va, mec? Jamais mieux, ai-je dit, et je le pensais. Prêt à y aller? Alors que nous sortions dans l'après-midi frais, je ne me suis pas demandé ce qu'elle faisait. Je n'ai pas senti son regard sur mon dos. J'étais déjà parti, je l'étais depuis des mois.
L'homme qu'elle suppliait n'existait plus. Il était parti un soir, et à sa place se tenait quelqu'un qu'elle ne connaîtrait jamais. Quelqu'un qui s'était construit une vie, pièce par pièce de manière constante, sur une fondation de dignité silencieuse, très loin du bruit de ses conséquences. Le dernier fil a été coupé non pas avec un cri, mais avec une vérité silencieuse et définitive, et le silence qui a suivi était enfin, complètement le mien.